Bonjour messieurs, bienvenue au cours EEB de Rivesaltes. Aujourd'hui nous allons voir tout ce qui est contacteur jour et nuit. Alors je vous invite à me suivre sur ces cours. Le type d'alimentation électrique. Alors, quand je vous parle d'un contacteur jour et nuit, pour résumer, c'est pourquoi faire un contacteur jour et nuit. C'est pour que nous puissions avoir la possibilité de passer d'heure creuse à heure pleine. C'est-à-dire que ces appareils-là, ça va nous servir beaucoup pour le chauffe-eau électrique. Alors, le type d'alimentation électrique, il s'agit d'un chauffe-eau à accumulation et en particulier pour des grandes capacités. On choisira généralement un abonnement EDF, double tarif, heure creuse, heure pleine. Ce dispositif permet de mettre l'appareil en chauffe en heure creuse, tarif réduit. Ça, vous l'avez compris. Le raccordement nécessite alors la mise en œuvre d'un contacteur HP-HC, alors heure pleine, heure creuse, appelé aussi contacteur jour et nuit. Nous avons la possibilité d'en trouver en 230 de mono. Je vous le montre, il est ici. Je ne sais pas si je peux. Non, je ne peux pas agrandir. Vous l'avez ici et on peut en avoir en triphasé. Ça dépendra du domaine de tension où vous travaillez. Ici, nous avons le câblage. Le système permettra de commander la mise en chauffe d'un ballon d'eau chaude en fonction des horaires heure creuse, heure pleine. La section conducteur de la commande en 1,5, la section des conducteurs de puissance en 2,5. Protection de commande 2 A et la protection de la puissance 20 A. Alors n'oublions pas que un chauffe-eau, c'est une ligne spécialisée. Je répète, le chauffe-eau est bien une ligne spécialisée. Alors là, nous voyons quoi? Nous voyons que cette partie-là, c'est la partie puissance. Et ici, nous avons la partie commande. Ici, nous avons bien le C2. Ne vous inquiétez pas, après je vous donnerai un schéma de principe. Alors ici, nous avons bien le disjoncteur C2 qui est ici, qui va aller se mettre sur le contacteur, sur le contact EDF. Alors ce contact-là, vous allez le retrouver, c'est généralement dans le compteur. Il s'appelle C1, C2. Alors vous allez commencer à mettre à la phase sur le C1. Et comme c'est un interrupteur, je vous expliquerai tout à l'heure, on amène la phase. Et vous ressortirez de ce contact C2 pour le mettre sur le A1. Et du A1, on va activer, on passera par la bobine, qui a ici. Attendez, j'ai un problème de souris. Voilà, excusez-moi. Et on repartira en A2 pour revenir au neutre. Cette partie-là, c'est la partie... toute cette partie-là, c'est la partie commande. Alors vous voyez bien le contacteur, une fois qu'il est activé, qu'il est excité, que la bobine est excitée par la commande, eh bien, elle va nous faire passer la puissance. Elle va donner l'ordre au contacteur de laisser passer la puissance. Nous avons toujours quoi? Eh bien, nous avons le 20 A qui est ici, qui va se mettre sur le 1, qui ressortira en 2 pour alimenter le chauffe-eau. Je vous expliquerai avec un autre plan, ce sera plus détaillé. Les conducteurs sont connectés par un contact EDF, s'appellent les pilotes. Généralement, ces couleurs est de couleur noire et sortent du compteur. Il s'agit d'un contact dit sec, c'est-à-dire qu'il n'est pas sous tension tant qu'il n'est pas intégré au montage. Voilà ce que ça veut dire le contact sec. Ce contact se trouve dans les tableaux EDF et se ferme au passage des heures creuses. Lors de la fermeture de la bobine, le relais est mis sous tension par lien mécanique. Les contacts de puissance se ferment et le chauffe-eau est sous tension. Au passage des heures pleines, le contact EDF s'ouvre et le contact de puissance met le contacteur hors tension. Il faut noter aussi que la bobine du relais reste sous tension pendant toute la durée des heures creuses. La bobine reste excitée pendant toute la durée des heures creuses. Une commande manuelle en façade du relais permet de mettre le CE en chauffe forcé ou bien de l'arrêter totalement indépendant au tarif heure creuse, heure pleine.
on différenciera la partie commande protégée en 2 ampères par contact EDF entre parenthèses bobine et de la partie puissance, contact de puissance pour le chauffe-eau. Voilà. Mettre en œuvre un chauffe-eau électrique. Définir la capacité d'un chauffe-eau en fonction des besoins domestiques. Le type d'alimentation électrique. Quel que soit le type d'alimentation, mono ou tri ou double tarif ou simple tarif, le chauffe-eau doit être raccordé à un circuit dédié. Moi, j'aime pas ce mot dédié parce que ça porte à confusion. On le voit en dessous. Moi, je dis que c'est un circuit spécialisé. Vous le voyez ici, circuit spécialisé. Et sa section est de 2,5 mm carré. Protection magnétothermique 20 A avec un disjoncteur 20 A. Et la protection du différentiel, ça sera un type A. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ligne spécialisée? Rappelez-vous, ligne spécialisée, nous avons la VMC, 2 A. Nous avons la plaque de cuisson, 32 A. Nous avons le four. Nous avons la machine à laver, le lave-linge. Tout ça, c'est des lignes spécialisées. Rappelez-vous du cours que je vous ai donné précédemment. Le chauffe-eau est une ligne spécialisée également. Tout à fait. Et là, la protection, ça sera de 20 A, minimum 20 A. Que votre ballon fasse 500 litres, 100 litres ou 50 litres, c'est une ligne spécialisée et ça sera 20 A. Alors, vous regarderez bien sur le côté droit, ce ne sont pas des prises. Souvent, moi, je vois des personnes qui raccordent un chauffe-eau avec une prise. Non, non, non. C'est des sorties de câbles. C'est obligatoire. Vous mettez un sortie de câble à votre boîte et le plombier raccordera son chauffe-eau sur les connexions rapides. Alors attention qu'il va venir avec un câble souple. Alors n'oubliez pas de mettre des wagons adaptés pour le souple. Le type d'alimentation électrique. Couplage des résistances. Certains chauffe-eau peuvent être alimentés soit en monophasé, soit en triphasé, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Sur certains modèles, la carte électronique adaptée sera utilisée. Cette carte sera commandée par le chauffe-eau en fonction de la tension du raccordement. Le type d'alimentation électrique. Alors là, on le voit bien en grand. Le couplage des résistances. Sur d'autres modèles, il sera nécessaire de coupler les résistances. Généralement, un schéma est livré avec l'appareil. Alors, je vous invite, comme je vous dis toujours d'habitude, de lire le PDF du matériel que vous allez brancher. Ça vous évitera beaucoup de problèmes. Si le schéma est manquant, on devra alors repérer les bornes des résistances avec un ohmètre. Voilà, alors je vous laisse lire. On a du 380 tri, couplage en étoile. Ou alors nous avons seulement du mono. Mais vous inquiétez pas, tout est marqué dessus. Ici, j'espère que la souris va marcher. Ici, nous avons le réglage de la température. D'accord, mais ça, on n'y touche pas, c'est le plombier qui s'en occupe. Voilà. Le chauffe-eau à accumulation doit impérativement être équipé d'un groupe de sécurité. Là, c'est pareil. Je vous le dis, mais normalement, c'est le plombier qui le pose, c'est pas nous. C'est une obligation réglementaire. De plus, son fonctionnement peut être contrôlé régulièrement. Voilà. Voilà notre groupe de sécurité. On le voit bien, hein. C'est ce que nous avons tous à la maison. Voilà. Par contre, je ne vais pas vous faire des cours de plomberie. Là, vous avez bien le groupe de sécurité, la commande manuelle de la soupape, la vidange, l'arrivée d'eau froide, le robinet d'arrêt. Voilà. Information commentaire. Le raccordement direct sur la résistance, sans passer par un thermostat, est formellement interdit. C'est-à-dire qu'on ne s'amuse pas avec la résistance, statique ou autre. Les câbles de raccordement doivent impérativement être rigides, section minimum 3,2,5 carré, en monophasé. La mise en eau de l'appareil doit impérativement être réalisée avant la mise sous tension. Alors, avant d'actionner notre disjoncteur, il est impératif de s'accorder avec le plombier pour voir s'il a fait sa mise en eau. Ne surtout pas faire marcher un chauffe-eau à vide. Je le répète, ne surtout pas marcher un chauffe-eau à vide. Il faut que le chauffe-eau ait déjà de l'eau.
Sinon, vous allez à l'encontre de beaucoup de problèmes. Si la pression d'eau, après ça, c'est des cours de plomberie. Ça, c'est des résistances qui ne nous concernent pas. Je vérifie les autres cours. Ça non plus. Nous allons passer au branchement. Alors, je cherche le cours. Voilà. Là, je peux agrandir un peu. Alors, c'est pour résumer le cours qu'on vient de voir. Alors, nous allons voir déjà l'alimentation générale. Ici, nous avons bien un AGCP. Pour certains, on pourra dire que c'est un disjoncteur de branchement. Nous alimentons bien notre différentiel de type A. Bon, là, on a mis un 40 ampères. Là, nous partons sur nos borniers. D'accord? Et là, nous avons notre commande. Un 2 ampères. Il est alimenté neutre et phase. Et alors, suivez bien le cheminement. Nous allons prendre la phase du 2 ampères et on va l'amener. Voilà, vous suivez. Et vous l'amenez où? Eh bien, on l'amène au compteur. Là où c'est marqué C1. Vous le voyez? Je vais agrandir un peu plus. Là où c'est marqué C1. C'est le fameux contact sec. On ressort sur du C2 et on va le brancher sur le A1. On ressort du A1, on va sur le A2, du A2 on ressort, et alors je vais agrandir un peu, et on reviendra sur le neutre. C'est-à-dire que toute cette partie-là, voilà, c'est notre commande. Alors, je vais descendre un peu la page. Voilà, le chauffe-eau, on verra plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là? Voilà. Eh bien, on peut voir que c'est nous qui alimentons le compteur. Le C1 et le C2, c'est un contact sec. Quand nous avons notre chauffe-eau activé, quand l'EDF actionne les heures creuses ou les heures pleines, eh bien, le contact s'ouvre ou se ferme. Là, le contact sec, c'est nous qui allons l'alimenter avec notre phase qui vient du C2. Et on va le brancher sur le C1, le retour. On partira sur le A2 pour aller sur le neutre. C'est un contact sec. C'est le C2 qui alimente ce contact. Une fois que l'appareil, que le compteur EDF décide de passer en heure creuse, eh bien le contact va se fermer. Ou va s'ouvrir, ça dépendra dans quel sens vous le dites. Et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que notre bobine A1, A2, eh bien, elle est excitée. Elle reçoit une impulsion, et du coup, elle va nous laisser passer la puissance que nous avons dedans. Et du coup, la puissance, comme elle passe par le contacteur, elle va alimenter le chauffe-eau. Une fois que ces heures creuses sont finies, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le contact, il va changer de position. La bobine ne sera plus excitée. Et du coup, la puissance va être coupée. Le contacteur va recevoir l'ordre mécaniquement de la bobine en disant « Ah, les 2 heures sont passées, du coup, on va couper la puissance. » Et du coup, votre chauffe-eau ne sera plus alimenté. Alors, on va regarder la puissance. On a bien notre 20 ampères, disjoncteur 20 ampères. Bon, après, vous allez voir que les contacteurs jour et nuit, il y en a beaucoup de sortes différentes. Alors, nous avons bien l'alimentation à 1, 4 et on ressort en 2, 3 pour alimenter notre chauffe-eau. Et n'oublions pas surtout notre terre du chauffe-eau. D'accord? Alors, c'est-à-dire qu'ici, je ne sais pas si je peux l'agrandir, c'est pas joli. Alors ici, nous avons le contacteur jour et nuit. Il a 3 positions. On a une position à marche forcée. On a une position en automatique et une position arrêt. Si nous mettons la petite lamelle qu'il y a ici sur le 0, qu'on passe en heure creuse ou pas, le chauffe-eau est éteint. Le contacteur, il laissera passer personne. Rien ne passera. Il est éteint. Si nous mettons la position de cette lamelle en automatique, eh bien, quand on passera de heure creuse à heure pleine, et après de heure pleine à heure creuse, automatiquement, le chauffe-eau se mettra à faire de l'eau chaude. Le jus, le courant passera dans le chauffe-eau. Après, nous avons aussi la possibilité de le mettre à marche forcée. Imaginons que vous avez des amis qui viennent
et que tout le monde prend des douches, des bains, vous n'avez plus d'eau chaude, ben vous avez la possibilité de le mettre en marche forcée. Bon, par contre, là, je ne vous cache pas que ça va commencer à tuter, hein, parce que plus le chauffe-eau, c'est une des consommations qui consomme le plus dans la maison, dans notre domestique. C'est pour ça qu'on aime bien le faire passer en heure creuse et en heure pleine. Après, ce qu'il faudrait noter aussi, c'est que, imaginez que vous n'avez plus d'eau chaude, vous le mettez à marche forcée. Et quand vous allez passer en heure creuse, automatiquement, la languette va passer sur automatique. Automatiquement. Voilà, messieurs. Alors, j'espère que ce cours, ça vous a bien plu, que ça vous a aidé, parce que j'ai vu qu'il y avait 2 ou 3 abonnés qui m'ont demandé comment brancher un contacteur jour et nuit. Ben voilà, je vous ai fait le cours. Après, j'ai eu d'autres questions. Si on n'a pas d'heure creuse, si on ne veut pas prendre le double tarif avec l'EDF, c'est pas grave. On peut mettre une minuterie à la place de C1, C2. Les contacteurs jour et nuit, il a été fait pour ça. Mais on peut s'en servir pour faire autre chose. On peut s'en servir également pour piloter un arrosage automatique. Un moteur de piscine. Est-ce que vous comprenez? Nous avons beaucoup de possibilités. Voilà, messieurs. J'espère que ce cours vous a plu. Hein, et je vous invite à vous abonner et à me laisser des commentaires. Moi, ça va m'encourager. Et je vous dis à bientôt.